Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'En attendant Nado chez Mediapart. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Moktafi pour son livre Alger, capitale de la Révolution, paru aux éditions La Fabrique et qui avait été publié auparavant en langue anglaise chez Verso Books en 2018. Ce livre raconte un segment de votre vie, Hélène, qui va de 1951 à 1974. La question que je pourrais vous poser, c'est pour quelle raison ce livre aujourd'hui ? J'ai hésité pendant des années. Je pensais que c'était mon histoire et personne ne s'intéresserait à mon histoire. Aussi bien que quand j'habitais en France que quand j'habitais aux États-Unis, j'avais l'impression que les gens ne voulaient pas entendre des histoires de la guerre d'Algérie. Alors j'ai hésité d'écrire. Et j'avais des amis à New York qui me poussaient chaque fois que je racontais quelque chose sur la guerre d'Algérie. Ils me disaient « Pourquoi tu ne l'écris pas? Pourquoi tu ne l'écris pas ?» Alors finalement, mon mari avait un peu la même réaction. Toutes les deux, on s'est mis à écrire. Ça a dû être en 2012-2013. Vous pouvez rappeler qui était votre mari ? Mon mari était Mortar Mortefi, d'une petite ville d'Algérie qui s'appelle Berwaguia, qui était à son époque 2 ou 3 000 habitants, qui est aujourd'hui 60 000. Il était militant du FLN dès le départ. Il est devenu soldat de la Révolution en 1956 et resté militant pendant la guerre. Il a eu un entraînement dans le corps des transmissions. Il a été à l'intérieur de l'Algérie, il a vu l'action. Ensuite, après l'indépendance, il a été le premier président de l'UGMA, l'Organisation des étudiants algériens. Musulmans, oui. Algériens. Et d'ailleurs, les éditions Barzac ont publié en 2016 sa biographie « J'étais musulman », un Français musulman. Et malheureusement, il est mort en 2015. Cet ouvrage relate en fait toute une partie de sa jeunesse. Et peu de temps après, vous-même, en 2018, vous publiez donc cet ouvrage dont le sous-titre en français, c'est « De Fanon aux Black Panthers ». Une fois que vous avez eu cette motivation pour écrire ce livre, qu'est-ce qui fait que finalement, ce qui vous est apparu le plus essentiel, c'est le cœur principal de votre ouvrage, c'est à la fois votre militantisme autour de ce qu'on pourrait appeler un fédéralisme international ou mondial et la prise de conscience que vous avez eue à votre arrivée en France en 1951 de la question algérienne. Comment ça s'est opéré ? En 1952, je suis allée au défilé du 1er mai. Et c'était un grand choc pour moi. J'ai vu à la fin du défilé, des chars, etc., tout un groupe de milliers, vraiment littéralement des milliers de jeunes hommes qui couraient après la manifestation, qui essayaient de se mettre dedans. C'était en rang de 10 ou 12 avec les bras tendus, sans bannière, sans écriteau, sans rien. Et je me demandais qui ils étaient. Ils étaient pauvrement vêtus, c'était que des hommes. Je me demandais qui ils étaient. J'ai appris après que c'était les ouvriers algériens du MTLD, du Mouvement pour le triomphe de la liberté démocratique. J'ai eu un coup terrible quand j'ai réalisé ce que c'était que le colonialisme, le racisme en France. C'était pour moi tout nouveau, cette connaissance. J'avais idéalisé la France à travers ses écrivains, ses peintres, etc. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était que le racisme, le colonialisme, mais j'ai appris ce jour-là. Alors les vicissitudes de votre vie, c'est que vous arrivez en France en 51, vous avez 23 ans, vous avez auparavant effectué un certain nombre d'études aux États-Unis, mais très tôt vous êtes engagé
dans un militantisme contre le racisme et aussi d'une certaine manière déjà autour d'un gouvernement mondial pour la paix et la liberté. Vous êtes très impliqué. À Paris, vous retrouvez un certain nombre de militants dont d'ailleurs très tôt aussi vous racontez quelques anecdotes extraordinaires dans cet ouvrage et on voit bien en fait que c'est aussi un récit très très personnel qui montre aussi votre qualité littéraire, parce qu'en plus d'être Hélène Moktefi, militante, vous êtes peintre. C'est important de rappeler que vous avez une activité artistique dans votre vie. Mais à ce moment-là, dans les années 50, à Paris, vous êtes d'ores et déjà très vite soucieuse et impliquée autour des questions anticoloniales. Et qu'est-ce qui va faire que vous, femme présente en France, arrivant des États-Unis, vous allez vous retrouver à être une des responsables du bureau algérien à New York? Tout ça s'est passé à travers une réunion en Afrique. Il y a eu une Assemblée mondiale de la jeunesse que j'ai organisée à Accra. Et là, j'ai rencontré deux militants algériens, Frantz Fanon et Mohamed Sahnoun. C'est ça. Et nous avons passé les 3 semaines de cette conférence ensemble à militer pour des résolutions anticolonialistes, anti-impérialistes, etc. Alors, quand je suis rentrée aux États-Unis après, je me suis mise en contact avec Sahnoun, qui m'a présenté à Abdelkader Chandeli, qui était à la tête d'un bureau algérien à New York. Bureau algérien qui va donner lieu à un travail je dirais, continu de rappel de ce qu'est les conditions de vie et de lutte du peuple algérien auprès des Nations Unies et qui vont finalement donner lieu à un grand nombre de papiers que vous allez faire paraître et une certaine victoire quand l'Assemblée des Nations Unies va voter. Finalement, en 1961, oui. L'ONU, l'Assemblée générale, a voté pour l'indépendance de l'Algérie, même que pendant des années, c'était difficile d'avoir cette résolution. L'image de la France faisait un peu peur, même aux anciennes colonies. Ils avaient voté contre l'indépendance. Mais en 1961, c'était la victoire pour nous. C'était la victoire pour vous. Vous retournez en Algérie, vous allez en Algérie avec Mohamed Sahnoun. Vous allez être très vite impliqué dans le quotidien de ce pays. Vous allez devenir journaliste, vous allez travailler pour différents services de l'État algérien. Vous dites que vous êtes une des rares américaines à travailler pour l'administration algérienne. Et là, dès la décennie 60, vous allez être un des très grands témoins en fait de ce que cette ville, cette capitale, va être comme lieu de correspondance de toutes les luttes révolutionnaires qui sont à ce moment-là présentes sur différents continents. Et là, Hélène, c'est là où le livre est très important pour nous tous. C'est une décennie, on voit se croiser une multitude de figures. Les Algériens ont toujours été conscients de l'importance de l'international. Après tout, sur le plan militaire, ils étaient en face de la quatrième puissance du monde. Sur le plan militaire, ils avaient lancé leur révolution avec de vieux fusils et des couteaux de scout. Alors, ils ont été très vite très conscients de l'importance de l'international. Et déjà pendant la guerre, ils ont formé à l'intérieur du maquis algérien des militants, des soldats, des diplomates pour les autres organisations militantes et révolutionnaires d'Afrique qui cherchaient leur indépendance. Alors, quand ils étaient indépendants, les anciens maquisards ont formé des maquisards pour d'autres pays, pour l'Afrique du Sud, pour les Zimbabwe, pour le Zambie, pour les colonies portugaises de Mozambique, d'Angola, de Guinée-Bissau. Nelson Mandela a été formé dans le maquis algérien. Il dit à un certain moment dans son autobiographie, en son mémoire, il dit je suis devenu un homme en Algérie. Quand il est rentré en Afrique du Sud, il a été arrêté
Il a passé, je crois, 29 ans, quelque chose de pareil, en prison. Quand il est sorti, le premier pays qu'il a visité, c'était l'Algérie. Et dans les rues d'Alger, il criait « Je suis algérien, je suis algérien ». Ça, oui. C'était Nelson Mandela. Alors, ce qui est en plus très intéressant dans cette histoire, biographie aussi, c'est que venant des États-Unis, vous avez une relation très spécifique avec les personnalités qui, présentes sur le territoire algérien, sont locuteurs de langue anglaise. Vous servez en fait énormément de traducteurs et de passeurs parce que vous maîtrisez très très bien la langue française. Je dirais au passage que vous avez aussi écrit la version de ce livre en langue française, c'est important de le rappeler. Donc ça dit aussi votre connaissance de l'histoire française et de ses mémoires. Mais un des aspects aussi très très nouveaux pour nous, c'est le travail que vous faites dans cet ouvrage de remémoration des conflits internes à partir d'Alger, des Black Panthers, du bureau en fait des Africains américains présents à Alger avec les États-Unis. Là, on voit bien que vous avez un parcours très 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 proche de ce groupe en fait, dans lequel un jour vous allez recevoir un coup de fil et on va vous dire du jour au lendemain, Cleaver est à Alger et il vous faut l'aider. Oui, c'était une militante du Zimbabwe qui m'a téléphoné tard un soir pour me dire que Eldridge Cleaver était à Alger, qu'il avait besoin responsable de la communication des Black Panthers. Oui. Voilà. Donc, alors, à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé un peu mes racines américaines et je me suis associée de façon très proche avec les Panthères noirs. Même les Algériens du bureau des bureaux des mouvements de libération du FLN me considéraient plus ou moins comme l'intermédiaire entre eux et les Panthères. Parce que personne n'a parlé anglais à l'époque en Algérie. C'est très différent aujourd'hui. Une des rares américaines à travailler pour l'administration. Et dans ce moment dont vous êtes témoin, vous êtes aussi un peu prise dans tous les conflits, les violences, les trahisons internes à ces groupes, dont vous sortez quand même assez déçu de ce qui va se jouer au tout début des années 70 et la manière dont les Black Panthers, dites-vous, ne vont pas nécessairement trouver en Algérie l'espace dans lequel ils pourraient réaliser leur projet de révolution internationale, par exemple. Oui, il faut dire que il y a eu deux avions piratés qui sont arrivés à Alger. Ça a un peu changé les choses. Le premier avion avait un couple, un noir américain et une jeune femme blanche. C'est lui qui a fait la piratie. Et ils sont arrivés avec $500 000 pour avoir lâché les passagers de l'avion. Pour les Black Panthers. Voilà. Alors, c'était une somme énorme et on pensait chez les Panthères que c'était pour eux cet argent. Alors évidemment, le gouvernement algérien a donné tout de suite asile politique aux couples qui ont fait ce piratie de l'air, mais ils ont vendu l'argent à la compagnie d'aviation. Et peu de temps après, un groupe de, je crois, 8 noirs américains sont arrivés avec un deuxième avion et la même chose s'est passée. Ils avaient $1 million. Et les penseurs pensaient que ça devrait rester avec eux, mais les Algériens ont estimé que les 8 pirates de l'air pouvaient bien rester en Algérie et travailler en Algérie. Ils étaient très généreux, ils étaient prêts à les recevoir, ils estimaient qu'ils étaient l'objet de racisme et qu'ils avaient le droit de rester en Algérie, mais n'a pas l'argent. L'argent a été vendu. Vous dites que l'État algérien ne voulait pas soutenir des actes de piraterie, mais vous insistez sur le fait que jamais les Black Panthers ont été exclus, sortis du territoire algérien de la volonté de l'État algérien. Non, jamais. Vous insistez. Jamais les Algériens les ont soutenus jusqu'au bout. Alors,
Ce livre arrive à un moment opportun, puisque aujourd'hui, on voit à nouveau une révolution pacifiste en Algérie, où la jeunesse est très impliquée dans une volonté de penser un acte 2 de la révolution algérienne avec un changement de constitution. Cet ouvrage, il est paru en langue anglaise, je disais, en 2018. Vous quittez l'Algérie en 74. Pour des raisons assez dramatiques, vous êtes refoulé à l'aéroport. Vous avez été auparavant l'allié et l'ami d'un grand nombre de femmes révolutionnaires actives, et vous serez l'ami à un moment de celle qui deviendra la femme du président déchu. Zahra Salami. Voilà. Oui. Vous pourriez revenir sur ce moment qui fait que vous allez devoir quitter ce territoire? Oui, j'avais été convoquée plusieurs fois par les services et menacée toujours d'expulsion si je ne voulais pas devenir leur espion. J'ai refusé chaque fois. Chaque fois, j'ai essayé de faire des interventions par des gens que j'avais connus déjà à l'ONU. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Et en fin de compte, ça n'a pas marché. Ils m'ont mise dans un avion parce que j'avais refusé. Et j'ai été exclue. Exclue. À ce moment-là, vous étiez la compagne de Mokhtar Mortafi, oui. Auteur de cette biographie dont je parlais, qui vous a rejoint quelques mois après en France. Et puis, quelques temps après, alors vous allez faire plein de petits travaux. Oui. Oui, on a survécu quand même. On a fabriqué des bijoux. Mais aussi, on a commencé à écrire des livres. Et Mokhtar a écrit beaucoup d'albums en français pour Hachette, pour Nathan, sur le monde arabe, sur l'Afrique du Nord, etc. Et j'ai commencé à écrire aussi. J'ai écrit un guide de la France. J'ai écrit un livre sur les quartiers noirs de New York, sur la guerre de sécession, etc. Dans votre livre, il y a une postface qui est très saisissante, qui s'appelle Une enfance américaine, et qui, en fait, précède vos engagements. Mais on comprend que vous avez, très tôt, dans les années 30 aux États-Unis, connu l'antisémitisme, vu très vite tous les clivages de la société américaine, comment Mexicains ou Africains-Américains vous donnez des anecdotes très dures sur cet élève noir qui rentre dans la classe et qui tourne son visage vers le mur parce qu'il sait qu'il est déjà jugé. On est saisi de la violence de cette société. Très antisémite, dites-vous. Oui, très antisémite. L'Amérique reste antisémite, en sourdine maintenant. Et c'est moins ouverte qu'à l'époque où j'étais jeune élève à l'école. Mais à l'époque, c'était très fort, très fort. On vivait dans des petites villes américaines du Nord-Est. Et c'était apparent, et on était la seule famille juive de cet endroit, et j'ai ressenti très fortement l'antisémitisme. Il y avait l'antisémitisme, vous êtes né en 28, il y a la crise qui arrive, le krach de 29, votre famille est constamment en mobilité. On lit en sous-texte quand même une critique du système économique américain. Oui. C'est une famille qui est ballottée constamment. La misère est proche, la pauvreté est là. Vous dites bien, parfois on manquait de nourriture. Vous le dites. Oui, parfois on a été recueillis par des parents. Ouais. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Mes parents ont perdu leur boulot. C'était un milieu essentiellement assez pauvre et ordinaire. Finalement, mon père a décidé de quitter New York et nous sommes installés dans une petite ville américaine. On a été même jusqu'au Texas. Oui. Essayer de faire une vie. Une expérience qui va vous marquer comme votre année d'étudiante en Géorgie. Je crois que ça m'a rendu fort. Oui. Alors, ce que je voulais dire justement, c'est que ce pays, vous en faites dans votre postface une certaine description à travers votre vie. Et pourtant, en France, avec Mokhtar, après une vie assez difficile, vous
faites le choix de retourner vivre aux États-Unis. Oui. Et vous y resterez jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pourriez dire c'est une pourquoi? décision que c'était difficile à prendre parce que Mokhtar ne parlait pas anglais. Mais quand même, il ressentait le racisme de sa jeunesse. Il le ressentait ici, dans ce pays. Et pour lui, c'était un jour de trop. Et nous sommes décidés de prendre nos ailes et retourner aux États-Unis, où ma mère était encore en vie, etc., malgré les difficultés pour lui personnellement. Oui, alors je vous remercie vraiment de dire cela, Hélène, parce que à la fois dans votre livre, vous témoignez du confinement des Algériens, vous le dites. Vous dites que c'est une condition. Les Algériens ont été confinés. Ce qu'on comprend, c'est que vous, votre mari, à ce moment-là, en France, il a ce sentiment de ne pas pouvoir exister. Il subit ce racisme. Vous décidez de partir. On se rappelait à l'instant une phrase de Ta-Nehisi Coates qui disait, lui, Africain-Américain venant en France, il avait le sentiment de ne pas faire partie de l'équation. Moktafi à Paris, c'était la continuité de ce colonialisme-là. Mais ce que je voulais vous demander, peut-être pour clore cet entretien, c'est aujourd'hui, il y a je dirais une effervescence autour de votre livre, un très fort intérêt qui arrive à un moment aussi pour nous très important. Oui, parce que on se rend compte quand même que ce pays a participé de ce mythe révolutionnaire quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter aujourd'hui que cette jeunesse, cette société renoue à nouveau avec un très fort désir d'émancipation? Je pense que les hommes ont à un certain moment, les hommes et les femmes évidemment, à un certain moment la possibilité d'intervenir sur pour leur propre compte. Et quand j'ai vu qu'en Algérie, tout à coup, il y en avait de trop. Tout était de trop, toute la politique était de trop, et les jeunes surtout, et les femmes ont ressenti très fortement le désir de l'exprimer, exprimer leur désir de justice, ce qui était révolutionnaire le 22 février. Et je suis très heureuse pour eux. J'espère qu'ils iront de victoire en victoire. Oui, je vous remercie. Vous dites d'ailleurs que c'est un peuple qui a le sens de l'histoire dans votre livre. Un livre que vraiment je recommande, ne serait-ce qu'aussi pour la dynamique avec laquelle vous racontez un certain nombre d'éléments qui nous sont très... C'est-à-dire, c'est vraiment la fabrique de la relation révolutionnaire au quotidien. Et de cela, je voulais vraiment vous remercier. Merci Hélène Moktafi de votre présence à Paris. Nous retrouverons cette émission sur le site d'En attendant Nado et de Mediapart. Merci. Au revoir.